la femme. Fidèle de Moussoya, merci, bienvenue, merci une fois de plus de nous avoir choisis. Aujourd'hui, nous tâcherons de lever le voile sur un phénomène quand même assez douloureux, mais malheureusement trop fréquent, la problématique des violences basées sur le genre, les violences sexuelles, les violences sexistes, les différents types d'harcèlement, de marginalisation dont sont victimes plusieurs d'entre nous. Pour en parler de ce fléau, nous avons fait appel à une femme militante engagée, Maï Traoré, proviseure enseignante, qui a décidé de briser le silence, de ne pas se taire, de ne pas être complice, passive, et surtout qu'on sait qu'elle a beaucoup écrit aussi. Et c'est avec des mots forts qu'elle a utilisé sa plume dans 2 ouvrages au titre assez évocateur. Le premier ouvrage de Maï Traoré, « Je suis noire, je ne me plains pas, parce que j'aurais pu être une femme ». Je pense que ce titre-là, quand je le dis seulement, j'ai la chair de poule. Parce que, bref, on va en parler. Et le deuxième, c'est moi, proviseur. Donc, les témoignages d'une chef d'entreprise, là, qui aussi partage beaucoup sur le beau temps qui est venu après la pluie. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens peuvent nous voir et dire, ah, Dieu merci, ah, elle est là, mais avant qu'elle soit là, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc, avec plaisir, nous recevons Maï Traoré et merci à vous tous et toutes d'être encore au rendez-vous de votre émission citoyenne hebdomadaire qui se veut un espace de dialogue, de conversation franche, mais surtout de transformation positive. Alors, c'est parti pour un nouveau numéro de Moussoya Diaspora avec Maï Traoré. Moussoya est votre choix privilégié pour le changement, l'action et l'espoir au service de sociétés plus jeunes et plus apaisées. Chaque semaine, nous vous offrons des conversations audacieuses et des histoires inspirantes d'Afrique et d'ailleurs, avec une attention particulière aux femmes d'impact. Moussoya, c'est donc votre plateforme. Proposez des thèmes, recommandez des invités et n'hésitez pas à nous confier vos messages et publicités. Moussoya, mieux comprendre la femme. Bonjour Maï, comment ça va, Madame la proviseure? Ça va? Un plaisir de vous retrouver après notre premier numéro sur la scolarisation des filles. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore pour maintenant parler toujours d'une problématique qui nous tient à cœur, l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, qui ne peut se faire que quand on est sain dans nos corps, sain dans nos têtes, ou saine dans nos corps, saine dans nos têtes, et sans violence, sans préjudice, sans stigma, sans marginalisation. Alors, ça va? Oui, Kumba, ça va très, très bien. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites, pour cette invitation. C'est un véritable bonheur, un plaisir que d'échanger avec vous. Je salue vos auditeurs et auditrices. Je salue tout Bamako. Aonikle, Aoniwula, Aonisou. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder. Moussoya, ce n'est pas que Bamako. Moussoya, c'est le Mali. Moussoya avec Canal+, on est partout. En Afrique, non, pas que Bamako, bien sûr. Donc, nous saluons le monde. L'Afrique qui s'ouvre. Nous saluons le monde. Le monde, bonjour. Mais on est un peu chauvine quand on est parisienne ou Bamako où on est né. Alors, voilà. Mais on salue le monde entier. Et merci infiniment à la régie avec notre réalisateur en chef, Augustin Choubihi, Lamine Koulibaly, Babson Tembeli, Moussoya. C'est vrai que peut-être je suis la vitrine, la voix qu'on entend, mais il y a beaucoup de travail, surtout de masculinité positive pour produire cette émission et nous les saluons beaucoup. Maï, je veux aller directement mettre le pied dans le plat. Alors, être femme, c'est pire qu'être noire? Mais ça fait deux vecteurs. Ça fait deux vecteurs. Je ne me plains pas, mais ça pouvait être pire. J'aurais pu être une femme. Eh bien, maintenant, nous, on est femmes, on est noires. Alors, on fait comment?
Eh bien, on mène de front plusieurs identités et plusieurs combats. Le combat d'assumer sa féminité, le combat d'assumer le fait d'être noir, et c'est un fait. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et puis, le combat pour dépasser le patriarcat et amener un petit peu à l'égalité homme-femme, à l'égalité fille-garçon, comme j'aime à le dire à mes élèves. Voilà. Donc, c'est un titre avec 3, 4 multiples combats, en fait. Oui, mais qu'est-ce qui vous a... Je sais que vous vous êtes inspiré d'une citation de Ray Charles là, pour le... Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez retenu ce titre? Parce que quand même, c'était un titre assez, on peut dire, polémique. Un titre à polémique. Oui, c'est un titre exprès, vraiment que j'ai choisi, effectivement en référence à Ray Charles, qui aurait répondu en Géorgie, en pleine ségrégation, à un journaliste qui lui demandait si ce n'était pas trop grave de ne pas voir son public, puisqu'on sait que Ray Charles, à partir de 7 ans, 9 ans, a perdu la vue, progressivement en grandissant, mais a développé ce talent inouï de pianiste et de chanteur qu'on lui connaît. Et il a répondu avec cette malice à ces journalistes en disant, surtout à l'époque, en ségrégation, que ce n'était pas grave d'être aveugle. Il y avait pire, il aurait pu être noir. Et j'ai trouvé que c'était une belle pirouette pour moi, pour m'en approprier, parce qu'à Paris, ici, où à travers un petit peu l'Europe, quand je voyage, la première question, c'est de me demander d'où je viens et ce que je fais. Et tout de suite m'identifier d'abord par mon identité de couleur de peau plutôt que par une identité professionnelle de proviseur noir à occuper un bureau ici dans le 5e arrondissement, dans les beaux quartiers de Paris. Ça peut être déroutant, détournant, et donc j'ai essayé d'expliquer ce parcours qui est s'aimer d'embûches, s'aimer de racisme, s'aimer de misogynie, s'aimer de condescendance aussi, beaucoup de condescendance, beaucoup de mépris de classe. Et je me suis dit que la meilleure réponse était d'utiliser l'humour. J'adore l'humour, c'est une arme redoutable. Oui, et surtout que malgré tout ça, malgré le patriarcat, malgré la misogynie, malgré tous ces coups, vous êtes là, bien forte, oui, bien renforcée, et vous priez de mille feux. Donc, vraiment, félicitations, félicitations, et courage. Donc, à toutes celles et à tous ceux qui se sentent un peu démoralisés ou qui vivent le martyre ou qui traversent des périodes difficiles parce que quelqu'un ou quelqu'une ne pense pas qu'ils sont aptes, qu'ils valent la peine ou qu'ils sont dans la mauvaise couleur ou dans le mauvais genre ou dans le mauvais sexe, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, d'abord, c'est pas facile. Je n'ai pas développé ça en un claquement de doigts. C'est vraiment beaucoup d'années de vexation. Mais lorsque vous êtes insulté, vous êtes méprisé, vous êtes relégué et déconsidéré dans le milieu professionnel, social, partout où vous vous présentez, et que seule votre couleur de peau vous vaut cela, et votre genre vous vaut cela, hein, parce que voilà, on vous accuse, on vous parle mal, on vous traite mal par rapport à ces identités-là. La meilleure réponse, c'est de montrer à l'autre en face, à l'agresseur, que c'est un boomerang et que vous n'êtes pas du tout touché, même si au fond de vous, c'est l'éruption volcanique. Mais si vous lui montrez par une réponse, une agressivité ou par une peine, vous lui donnez en fait satisfaction. Et donc, j'ai appris à me mettre vraiment des boucliers contre cette bêtise. Excusez-moi, hein, la connerie, malheureusement, elle est universelle, elle existe partout, on la rencontre partout. Et cette connerie, moi, j'ai essayé de m'en protéger par l'humour, par de la dérision et puis par montrer à l'autre, en fait, tu te fatigues parce que tu n'arriveras pas à atteindre ta cible et je ne veux pas me vexer parce que c'est ta fêlure à toi, c'est ta problématique à toi, c'est ta difficulté que tu essaies de mettre en miroir sur moi et je ne veux pas prendre ce miroir-là. Par contre, si tu me donnes autre chose et que je te donne autre chose, on peut peut-être faire un pas ensemble, mais peut-être éviter de venir me poser
tes valises d'agression, de méchanceté. Non, moi, je préfère l'humain. Je préfère les gens qui partagent, qui sont dans une bienveillance, qui sont dans un accompagnement. Et puis, les agresseurs, en général, j'essaie de m'en protéger par cette pirouette et par ces boucliers d'humour. Et ça marche souvent. Le moins on a d'énergie négative, le mieux c'est. Le mieux c'est, hein, nous voulons aller de l'avant, nous voulons nous entourer de positivité, nous voulons nous entourer d'amour, nous voulons nous entourer vraiment, hein, de bonnes ondes positives. Absolument, alors, il y en a besoin, surtout quand le monde va mal. La problématique des violences basées sur le genre, particulièrement les violences faites aux femmes et aux filles, on sait qu'il s'agit d'un fléau mondial. Ce n'est pas qu'africain, ce n'est pas qu'occidental, c'est mondial. Hein, on sait, on le dit souvent que quand on prend des femmes, au moins une femme sur 3 va rencontrer des violences au cours de sa vie. Donc, ça touche beaucoup plus que nous ne le pensons. Mais c'est quoi même les violences basées sur le genre? Comment on les définit? C'est quoi qui les caractérise? C'est quoi une violence basée sur le genre? Alors, c'est d'abord une réalité douloureuse, les violences basées sur le genre. C'est un harcèlement, c'est de la violence sexuelle, c'est de les moqueries, je viens de le dire. C'est lié aussi lorsque une femme a ses règles, il peut avoir des moqueries, et ça déjà depuis le plus jeune âge, hein, parce qu'en collège, à partir de 12 ans, lorsque les jeunes filles ont leurs règles et qu'elles sont obligées de se triturer pour mettre des protections hygiéniques et que souvent ça glisse, ça déborde et que le pantalon ou la jupe est taché ou la robe, c'est une forme de moquerie et on développe une honte qui n'a pas lieu d'être. D'ailleurs, j'aimerais juste profiter d'une parenthèse pour faire partager une expérience qui est arrivée à des élèves à moi dans des établissements scolaires que j'ai eu à diriger dans le centre de Paris. C'est des jeunes filles, un groupe de jeunes filles qui ne voulaient pas se laisser mener justement par cette honte d'avoir ces règles. Et en plein cours, elles demandent au professeur masculin de pouvoir aller aux toilettes. Il refuse une fois. Elle voit qu'elle est en train de saigner et que ça coule. Le professeur ne souhaite pas et dit « t'attendras la récré ». Ben non, elle ne peut pas attendre la récré, ça saigne. Donc, et puis ça déborde. Et elle sent entre dans son pantalon cette chaleur couler. Et à un moment donné, voyant que le professeur n'allait pas céder, gentiment, elle s'est levée avec ses copines. Et c'est un garçon copain qui a dit au professeur, mais monsieur, il faut qu'elle sorte, elle a ses règles. Et la fille a pris dans son sac sa protection qu'elle n'a pas planquée. Elle est sortie, suivie par 3 copines qui étaient peut-être sans doute aussi. Elles sont toutes allées aux toilettes, elles se sont changées, elles sont revenues. Et ça, c'est une victoire, c'est une véritable victoire que nous devons mener dans l'esprit des jeunes filles, de se dire, mais en fait, ce n'est pas une cachotterie, tu n'as pas à avoir honte. C'est quelque chose de naturel, on est constitué comme ça, on donne la vie. On est des femmes, on donne la vie. Donc, et j'ai été très fière parce que c'était des jeunes filles de classe de 5e, de collège, donc vous voyez. Voilà. Donc ça me donne un espoir. Mais Maï, permettez-moi. Oui. Permettez-moi quand même, à l'écoute de cette anecdote, de saluer la double victoire. La victoire des jeunes filles, certes, mais la victoire surtout de la dénonciation de la masculinité positive. Absolument. Parce qu'il a fallu que quelqu'un comme le maître masculin élève la voix pour attirer l'attention et encore pour nous pousser, nous, à la féminité et à l'humanisme, de s'affirmer entièrement. Mais merci encore à cette masculinité positive dont nous avons besoin tant. Merci beaucoup. On est d'accord, c'est très précieux et très juste de le souligner. Voilà, donc cela abîme profondément, hein, lorsqu'on parle de ces moqueries, de ces règles, ça abîme profondément les jeunes filles, leur droit tout simplement à être fille, jeune fille et élève, et souvent la honte pour les victimes, elle doit changer de camp à mon sens, parce qu'il faut que le silence soit brisé. Il ne faut plus qu'on se reste dans le silence. Donc, quand on parle de violence basée sur le genre, vous avez quand même donné beaucoup d'exemples dans le contexte de l'école parce que vous êtes proviseur, vous êtes enseignante.
Donc, vous êtes une femme passionnée par l'éducation, mais nous savons que ça ne passe seulement qu'au niveau de l'école. Des fois, c'est dans les familles. Ça peut être des coups et blessures. Ça peut être des traumas psychologiques. Ça peut être des fois des violences politiques, institutionnelles. Quand on regarde, par exemple, au Mali, un pays que nous partageons toutes les deux, on a la Constitution qui garantit donc pas de discrimination, l'égalité en tous les êtres de la nation. Mais nous voyons que dans la réalité des faits, on a traité dans une émission précédente la scolarisation des filles, malgré que l'éducation soit un droit fondamental et que c'est consacré par la Constitution. Nous avons vu qu'il y a des inégalités à ce niveau. Donc, les violences basées sur le genre, si je vous écoute bien, ça peut être tout stigma, tout trauma, toute discrimination consciencieuse ou même des fois inconsciencieuse qui porte préjudice à la femme. Bien sûr, mais totalement. Mais l'école se doit aussi de travailler là-dessus pour ouvrir le champ des possibles en mettant des informations ou des accès à l'information pour que les jeunes filles sachent qu'elles peuvent parler de ce qui se passe effectivement à la maison, dans la rue, dans les transports, dans des endroits où elles ont juste voulu aller s'aérer, prendre du temps et qu'on les a brivées, insultées parce qu'elles ont eu la brillante idée de porter une jupe un peu trop courte, une robe un peu trop décolletée, etc. Et donc, ces harcèlements-là, lorsque l'école joue son rôle de pédagogue et d'information, ça passe par, bien évidemment, d'autres personnes que sont les CPE, les conseillers d'orientation, les surveillants, les assistantes sociales s'il y en a, les psychologues sociaux, parce que nous, on en a ici et dans les écoles, il doit en avoir aussi un peu partout pour accompagner, tant sur l'orientation, mais tant aussi sur l'aspect psychologique des dramas qu'on peut vivre, qu'on peut subir, des violences familiales ou intrafamiliales ou entre fratries aussi qui existent, et de pouvoir les dénoncer en ne se sentant pas illégitime de le faire. C'est ça qui est important. Et cette légitimité, il faut qu'on arrive à la créer et à faire en sorte que la peur change de camp, que les victimes se sentent écoutées. Lorsqu'on se sent écouté, qu'on est dans une relation de confiance, on a plus tendance à aller voir un adulte, une personne, pour dire est-ce que je peux vous parler de ça parce que voilà ce qui m'est arrivé à la maison, voilà ce que je subis à la maison, voilà comment j'arrive pas à faire mes devoirs. Et aussi à nous, lorsqu'on voit qu'une élève était brillante et qu'à un moment donné, elle passe par un creux et on se dit, sans qu'il se soit rien passé au sein de l'école, il faut aller chercher les causes à l'extérieur. Donc, ça demande une vigilance accrue et ça demande d'observer aussi comment cette jeunesse, elle évolue parce que souvent, ils sont dans les réseaux, ils n'osent pas sortir, ils ont peur. Ils ont peur aussi d'être indexés par par les autres comme étant celui qui a dénoncé. Et voilà, c'est celui qui ne dit pas qui est coupable, pas celui qui dit. Et justement, et ça, c'est un gros travail qui a encore beaucoup de mal à prendre parce que, encore une fois, on n'arrive pas à ce que la victime se sente dans sa légitimité et puis être considérée comme telle. Et ça, c'est un gros travail, un vrai défi pour la société, mais pour l'école également. Fort heureusement, quand même, les langues commencent à se dénier et je ne sais pas si vous suivez l'actualité du pays, mais les 2 semaines passées, on a eu des situations assez dramatiques parce qu'on a quand même assisté au viol d'une petite fillette de 4 ans, malheureusement, qui a été tuée après, donc un meurtre, un fémicide. Et des jeunes garçons, même pas jeunes, des jeunes hommes, se disant influenceurs sur les médias sociaux, en ont fait quelque part l'apologie, en disant qu'ils trouvaient quand même l'habillement des filles en question, qu'on ne se couvre pas le corps, donc cela peut leur donner tout le droit d'en abuser. Mais quelque chose de ridicule. Fort heureusement, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, nous remercions à travers cette émission Madame la Ministre, donc a saisi la justice en se constituant partie civile pour qu'on puisse quand même arrêter tous ceux qui font l'apologie d'un crime aussi atroce
et qu'on puisse ouvrir les enquêtes pour que tous les bourreaux puissent vraiment payer aussi cher pour des crimes aussi odieux. Donc, on a voulu donner la parole à deux jeunes filles. Comme vous venez de le dire, il faut que les filles prennent la parole, il faut qu'elles élèvent la voix, il faut qu'elles brisent le silence. Alors, nous avons Awa Idriss Ali et Kouroutoum Berté qu'on a interviewé. Donc, je voulais demander à la régie, si possible, de passer d'abord le témoignage de Kouroutoum Berté et finir avec Awa Idriss Ali. Et après, on revient à vous, Madame la proviseure, pour vos observations et par rapport à cette situation assez douloureuse et traumatique. Et merci à vous, chers fidèles auditeurs et auditrices, pour toujours être au rendez-vous de votre émission citoyenne Moussoya. Aujourd'hui, nous sommes avec une femme engagée de la diaspora, Maï Traoré, pour parler des questions de violence à l'égard des femmes et des filles, des violences basées sur le genre. Écoutons les deux témoignages. Chers toutes et tous, mais trop c'est trop. Le viol n'est ni un fait divers, ni un accident, ni une erreur de jeunesse. C'est une arme, c'est une domination. Le viol est un crime. Et pourtant, dans nos quartiers, dans nos familles, on se tait. On protège souvent même les agresseurs et on blâme les victimes. On les accuse de leur propre souffrance, mais ça suffit. Aujourd'hui, je parle très fort pour celles qu'on a fait taire, pour celles qui n'ont jamais eu justice, pour toutes celles qui ont survécu dans le silence, la peur et la honte. Mais la honte n'est pas en elles. La honte est à vous qui détruisez des vies, puis marchez libre. À vous qui cachez vos crimes derrière la culture, l'excuse ou le silence. Vous ne méritez ni le respect ni les excuses. Vous êtes juste des lâches. À vous les survivantes, vous êtes braves. Aucune victime n'est coupable. Aucune victime ne doit avoir honte. Aucune victime ne doit rester seule. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Tu as le droit d'être entendu. Tu as le droit d'être cru. Tu as le droit à la justice. Alors parle. Va vers une personne de confiance. Consulte un centre de santé ou d'écoute, ou même les associations. Ton silence ne te protège pas, mais ta parole peut te libérer. Tu peux t'en sortir, tu peux te reconstruire, tu peux vivre après digne et après tu seras soulagé. Et à nous, nous société, protégeons, écoutons, respectons, changeons notre regard. Arrêtons de juger. Formons nos enfants au respect. Formons nos hommes à ne jamais utiliser la force comme un droit. Exigeons les lois fortes, appliquées sans faiblesse. Offrons un vrai soutien psychologique, juridique et social. Je suis Kouroutoum Berté. Je me lève pour les survivantes, pour la justice et pour la vérité. Tant qu'il y aura des violeurs, libre, je parlerai. Tant qu'il y aura des femmes brisées, je me lèverai. Tant qu'il y aura du silence, je ferai du bruit. Ce combat, c'est le mien, c'est le nôtre, et je ne me tairai jamais. Moussoya! Mieux comprendre la femme. Aujourd'hui, en fait, on constate dans nos sociétés que quand une jeune femme traverse cette épreuve-là, celle du viol, au lieu de l'aider, de la soutenir, la société lui demande de se taire. Pire encore, on la regarde comme si c'était à elle d'avoir honte. Et ce qui pour moi fait le plus de dégâts dans les cas de violence sexuelle, ce n'est pas juste l'acte. C'est en vrai tout ce qui vient après. C'est le mur de silence là qu'on constate. C'est cette gêne dans les conversations, les regards fuyants, les paroles qui ne viennent jamais. Car on vit dans une société où la culture du viol est encore trop banale. On constate que les victimes sont très souvent pointées du doigt, accusées de l'avoir cherché entre griffes, et pendant que les agresseurs, eux, s'en sortent souvent sans conséquences. Mais il est temps qu'on soit clair, le vrai problème, ce n'est pas les jupes trop courtes, ce n'est pas les sorties trop tard. Le vrai fléau, c'est ce tabou-là, ce poids immense qui empêche les victimes de parler et de se reconstruire. Car on ne protège pas nos filles en leur demandant de faire attention. On les protège en apprenant à nos garçons, dès l'enfance, ce qu'est le respect, ce qu'est le consentement et ce que ça veut dire être responsable de ses actes. Et changer la honte de camp, c'est d'abord d'arrêter de douter de celles et ceux qui ont déjà tout perdu à travers des actes aussi odieux. C'est de leur dire « je te crois », c'est de leur offrir des lieux sûrs
des oreilles attentives, du soin et aussi du soutien. Et surtout, c'est d'intégrer dans nos écoles une éducation qui parle vrai et qui parle sans tabou, qui parle d'émotions, qui parle de relations et qui parle de respect. Parce que c'est là que tout commence réellement. Moussoya, mieux comprendre la femme. Alors, Maï, la proviseure, l'enseignante, nous venons d'écouter nos filles, jeunes femmes leaders. Oui. Et c'est des messages assez forts, touchants. Très fort. Très fort. Quelle est votre réaction? Alors d'abord, je suis très émue. Je suis très émue parce que le drame dont vous avez fait état tout à l'heure, je l'ignorais. Le viol sur un enfant, un bébé de 4 ans. C'est une infamie. Ce sont des sous-hommes qui font ça. Ce ne sont pas des hommes. Comment peut-on faire ça? Ceux qui font l'apologie de cela et qui se disent influenceurs, ce sont des sous-hommes. Aucune dignité, aucune valeur. En tout cas, qui ne répondent à aucune de nos valeurs d'humains sur cette planète Terre, où on est de passage seulement. Prendre la vue d'autrui, parce que c'est né femme. Oui, vos deux intervenantes ont raison quand elles disent que le viol est une question de puissance et de pouvoir, parce que c'est là qu'on essaie de s'approprier le corps des femmes, sans leur consentement. Le viol est un crime qu'il faut qu'on dénonce tous et qu'on combat tous. Et ceux qui se donnent à ce genre de crime se doivent d'être, mais véritablement rayés du terme d'humain, à mon sens. Parce qu'on ne fait pas ça comme ça, par hasard. C'est prémédité, c'est bien réfléchi et ça ne m'emmène que du dégoût, rien que d'y penser. Donc, je voudrais m'associer à l'émotion et à la peine de la famille de cette petite fille de 4 ans. Je suis vraiment saisie là, parce que franchement, pendant le poste, j'essaie de réfléchir comment est-ce que un parent, une maman, et on est maman toutes les deux, Kumba, et vous et moi, comment une maman peut... Et on n'est pas à un seul cas isolé, hein. Nous avons des cas comme ça, assez fréquents au Mali, sur ces 10 dernières années. Au moins, je peux dire, on a 3 ou 4 cas comme ça par an, de pédophilie, de meurtre, de fémicide. Hein, et c'est très, très triste. Vous nous rejoignez de la France. Et cette année, on a vu ce cas global qui a fait la une, hein, de la femme qui se faisait non seulement violer par son mari, mais qui avait donné trespassing, l'autorisation à d'autres hommes de venir abuser. Le projet Bellicose. Combien d'années? Donc, ça a duré des dizaines d'années. Et cette femme très courageuse, qui a eu à faire face à ces violeurs dans un box. Oui, c'était un moment très puissant, très fort de la solidarité des femmes pour justement tous dénoncer ça. Et on continuera à le dénoncer et à soutenir ces femmes qui sont soumises à des solutions chimiques, qui sont violées dans leur sommeil, droguées, celles qui sont violées, pas droguées, mais violées aussi, menacées avec des couteaux, avec des armes, intimidées lorsque tu parles. Et puis, il faut que la société change de regard. Elle l'a dit brillamment, votre interlocutrice tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu t'es fait violer qu'on va t'accuser d'avoir porté une jupe trop courte ou que tu l'as cherchée. Non. Non, non, 3 fois non. Aucune femme ne cherche à se faire violer. Ça n'existe pas. Et je pense qu'on peut quand même corriger. On ne se fait pas violer, on est violé. On ne s'est jamais fait violer, on est violé. On est violé. Mais quand on dit tu t'es fait violer et tu l'as cherché, c'est pour ça que je dis aucune femme ne cherche. Aucune femme ne se laisse aller. Au contraire, elles se battent. Et on sait que la douleur, lorsqu'on parle avec des victimes, c'est leur nom, c'est les victimes.
Et donc, que la société arrête un petit peu, que nous éduquons nos fils, je le disais tout à l'heure, nos filles à leur dire qu'elles sont belles, puissantes, mais que nous éduquions nos fils à leur faire comprendre que le corps, le toucher, quel que soit le toucher qu'on met sur un autre individu, il faut son consentement, il faut son accord, il faut que cette personne veuille que vous abordiez son intimité et que vous rentriez dans son sphère de sécurité. Autrement, vous n'avez même pas à la toucher, ne serait-ce que sur les mains. Saluer quelqu'un, ça peut être bonjour, on passe. Même la poignée de main, il faut que la personne le veuille. Donc, s'il n'y a pas de consentement, s'il n'y a pas, je sais que c'est un mot qui est souvent dur à entendre pour certains lâches, certains sous-hommes, mais le consentement, ce n'est pas un vain mot. Et donc, stop là-dessus. Stop et le combat continuera et vous aurez toujours des femmes comme moi, comme Kumba et comme d'autres sur votre chemin pour porter plainte, pour accompagner et pour dire à ces femmes, on te croit. Et vous aurez aussi surtout beaucoup d'hommes sur les chemins aussi. Peut-être des fois, ils vont se dire, ah non, vous êtes le sexe faible, les femmes, là, vous n'êtes pas suffisamment musclés. Mais fort heureusement qu'on a beaucoup d'hommes masculins, des juges compétents, des juges humains, des juges sensibilisés, des policiers très humains qui seront là aussi pour nous, pour que les bourreaux payent. Tôt ou tard, tout le monde va payer pour son acte. Très juste. Et vous avez raison parce que le combat féministe, ce n'est pas qu'un combat pour les femmes, c'est un combat pour tout le monde. Et les hommes qui sont là, qui sont présents, et on ne le dit pas assez, vous avez totalement raison, combat, de le signifier. Donc, merci à eux. Oui, et surtout, quand une femme est traumatisée, quand une femme est survivante, ce crime-là, ça l'a affecté, certes, dans son corps, dans sa tête, mais tout son entourage. Si elle est fille de quelqu'un, ce papa-là est affecté. Si elle est épouse de, ce mari-là est affecté. Si elle est maman de, sœur de. Donc, en violant une femme de ses droits fondamentaux, c'est toute une communauté qui est victime. Donc, on ne peut pas minimiser les conséquences désastreuses de ces fléaux-là que sont les violences à l'égard des femmes et des filles. Fort heureusement, beaucoup de voix s'élèvent et nous avons beaucoup de masculins positifs avec nous. Et au-delà de la sensibilisation, au-delà de la représailles, de la prison, qu'est-ce qui peut être les solutions? Les solutions durables pour vraiment prévenir et lutter efficacement contre les problématiques, le fléau que constituent les violences à l'endroit des femmes et des filles. Alors, les solutions sont nombreuses, il y en a beaucoup, certaines sont déjà connues et appliquées. Au niveau, par exemple, de l'école et des établissements scolaires, c'est mettre en place le café des parents. Moi, par exemple, au niveau de l'accueil, de la pré-rentrée, lorsque vous accompagnez vos enfants, on demande aux parents de constituer une liste de parents qui vont se connecter, s'écrire par mail, se retrouver et de temps en temps, je leur donne une salle à disposition pour un café. Donc, le lycée offre un café des croissants pour permettre aux parents qui déposent l'enfant le matin avant d'aller travailler et poursuivre une journée chargée, de se poser un quart d'heure, de connecter avec les autres parents et de parler notamment de situations difficiles. Pareil, le café des parents, c'est aussi l'apéro du parent le soir avec du jus d'orange et des glaçons pour, en fin de journée, jusque tard le soir, au niveau des instances, les inviter à partager avec nous les difficultés que nous rencontrons dans le cadre des problèmes entre garçons et filles, dans le cadre de l'égalité filles-garçons. D'autres solutions, ce sont les moments d'instance au moment des élections des élèves délégués et le 8 mars, qui est très fêté sur le continent parce que le droit des femmes, la lutte pour le droit international, la journée internationale des droits des femmes est un combat sans fin qui est un bon prétexte aussi pour que nous puissions faire venir des parents qui expliquent un peu leur métier et aux enfants, aux élèves, de comprendre la problématique et d'avoir, par exemple, les chiffres du taux de féminicide ou du taux de suicide pour harcèlement ou du taux d'attaque, qui sont des chiffres souvent effrayants.
et de réparer certains élèves, certains jeunes filles, jeunes femmes qui vont assister à l'extérieur ou comprendre ou étant scolarisées ailleurs que on les abandonne pas, qu'on les oublie pas et qu'on pense à elles et qu'on les croit encore une fois, d'avoir des associations, des collectifs de lutte qui les accompagnent, notamment pour les procédures judiciaires qui sont très lourdes, très conséquentes, parce qu'il ne s'agit pas de juste aller porter plainte, il s'agit aussi d'être accompagné et donc de faire ce que moi j'ai mis en place ici dans mon lycée, un partenariat triptyque entre la justice, la police et l'éducation nationale. Et ce contrat entre ces trois instances est un contrat réel qui permet que si le chef d'établissement appelle le policier qui est le policier de référent de son lycée, ce policier, toute affaire cessante, se présente et prend en charge la famille et le jeune pour étudier la situation, instruire le dossier. Ensuite, ce dossier est transmis par le chef d'établissement et la police conjointement à la justice, donc au magistrat en charge également du suivi, et il arrive immédiatement en haut de la pile. Et ça, c'est une avancée majeure que nous avons mise en place ici dans les établissements scolaires. Et à chaque fois qu'un élève nous fait part, notamment là, en début d'année, elle venait de rentrer dans le lycée, la jeune fille, elle avait fait 1h30 de transport et il y avait eu un vieux monsieur avec un impair qui s'était frotté à elle alors que le train était bondé. Et elle a très bien vu le geste de ce vieux pervers dans le matin, dans le train. Les autres personnes dans le train n'ont rien vu, n'ont rien fait. En tout cas, personne n'a réagi. Elle a fait ce que nous lui avons appris ici. Elle est venue dans le lycée quand même, puisqu'elle était en chemin. Elle est rentrée et la première chose qu'elle a faite, c'est « Madame la proviseure, il faut que je vous parle. » Voilà. Elle est rentrée, elle s'est assise, elle s'est effondrée parce qu'effectivement, elle venait de subir une agression sexuelle. Nous avons fait ni une ni deux, nous l'avons écoutée, nous l'avons consolée, nous avons pris le temps. Comme elle était mineure, nous avons appelé les parents immédiatement pour qu'ils viennent. Et ensemble, parce qu'il faut protéger les mineurs aussi, on ne fait rien sans. Et ensemble, je leur ai dit ce que je allais faire, c'est-à-dire d'abord une plainte de la part de la famille, une plainte de la part de l'école, l'éducation nationale, en ma qualité de proviseur, et je peux le faire, j'ai le droit de le faire, en me substituant en plus ou en abordant un volet de sécurisation de ce qu'on appelle le trajet scolaire de l'élève. Quand on sort de chez soi et qu'on va vers le chemin de l'école, ça s'appelle le parcours scolaire. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, je suis garante de ça aussi, malgré que je n'habite pas avec mes élèves. Mais ça rentre aussi. Et le papa est venu. Là, nous avons appelé la police. La police s'est déplacée. Ils sont venus prendre immédiatement ce qu'elle avait à dire parce qu'elle avait école. Donc, il n'était pas question qu'elle soit double punie, c'est-à-dire qu'elle aille aussi au commissariat et rater sa journée d'école. Donc, elle est venue, on a pris le temps, dans l'école où elle est en sécurité. La plainte a été instruite. Le soir même, ça a été mis au parquet pour instruction. Instruction a donné, saisi les caméras de transport sur la ligne où elle était. Donc, la RATP, les transports Île-de-France ont joué le jeu puisque tous les parcours sont maintenant sous caméra et ils ont pu vérifier la description de cet individu, de ce malfrat, de cet agresseur sexuel qui a pu être appréhendé à une autre station, ce qui a évité qu'il aille en faire à d'autres jeunes filles. Voilà. Ça, c'est un exemple concret. Oui, je suis contente que les standards operating procedures, comme on dit, des procédures standards opérationnelles se soient déployées. Et beaucoup, peut-être, qui nous écoutent vont dire, ah, pour quelque chose de minime comme ça, il a touché. Et maintenant, ça, c'est beaucoup d'argent que vous déployez. Non, parce que qu'est-ce qui va venir après ça? C'est le premier axe, mais ça va venir. Et puis, il en a fait combien avant qu'il soit dénoncé? C'est pour que les gens prennent aucun signe. C'est des attouchements sexuels. En fait. C'est une violence sexuelle. Et je peux aussi le dire, étant du continent, c'est vrai que les pays développés, des fois, on a l'impression qu'ils prennent les choses beaucoup plus au sérieux, mais je peux aussi vous le dire, en tout cas, le cas malien, merci infiniment à nos autorités et à nos ministres passés, mais depuis 2012,
donc plus de 10 ans, je sais que nous avons aussi des standards, procédures opérationnelles comme ça, standardisées, avec toutes les échelles et les intervenants connectés, de l'hôpital à la police, aux psychologues, donc aux parents. Donc, on a aussi ces chaînes, Dieu merci, avec les One Stop Center, donc des stands d'accueil qui sont aussi ouverts, et particulièrement même à Bamako, le stand d'accueil étatique est à l'enceinte même du GMS, le groupement mobile de sécurité, au sein de la police. Donc, vraiment, il y a aussi beaucoup d'avancées. Donc, toutes celles et tous ceux qui nous suivent du continent, ouvrez les yeux, demandez autour de vous, et ceux qui suivent du Mali, pas qu'à Bamako, je sais qu'il y a un numéro vert, 80 333, et il y a des one-stop centers qui sont installés un peu partout dans nos régions. Je sais pour Gao, je sais pour Tombouctou, je sais pour Sikasso, donc je sais pour Mopti. Je sais qu'il y en a un peu partout. Donc vraiment, nous sommes mobilisés parce que comme on le dit, et ça prend tout un village pour éduquer un enfant, ça prend aussi tout un village pour sécuriser et vraiment mettre tous les êtres humains dans leurs droits, spécifiquement les femmes et les filles. Donc, au-delà d'avoir des procédures standards opérationnelles, au-delà d'avoir les acteurs de la chaîne identifiés avec chacun sachant ce qu'il a à faire, la police, les parents, l'école, quel autre mécanisme on peut avoir? Dénoncer, mettre en place les moyens, des espaces de dialogue, de liberté. Si elle a osé venir me voir, c'est qu'elle savait que j'allais effectivement faire. Donc, il y a un espace dans le lycée. Dès la rentrée, ils savent qu'il y a un lieu où ils peuvent parler entre pairs. Il y aura toujours une oreille attentive et puis il y a toujours un bureau ouvert. Former aussi les enseignants à détecter ça. Peut-être que la jeune fille, elle n'aurait pas pu venir chez moi, elle serait allée en classe tranquillement en cours, et former l'enseignant à observer que la jeune fille, lorsqu'elle est arrivée ce matin dans la classe, elle n'était peut-être pas comme hier ou comme avant-hier, elle était moins souriante, elle était peut-être un peu plus, et puis que l'enseignant, lui, puisse alerter le chef d'établissement. L'écoute, l'égalité, former au respect aussi de ce qui se passe lorsqu'une personne vient vous parler, c'est-à-dire lui montrer qu'on le respecte et qu'on se moque pas d'elle et qu'on pense que c'est minime. Oui, c'est pas grave. Le c'est pas grave, c'est fini. C'est fini. Tout est grave à partir du moment où il y a une atteinte de son corps, sur son corps, il y a une atteinte de son intégrité, donc ça devient très grave. Donc, au niveau des écoles, il y a énormément de pistes comme ça. Je pourrais en développer des tas et vous montrer des tas de situations. Non, au niveau des politiques, il faut mettre les moyens. Il faut que dans les commissariats, les policiers qui vont recueillir ces plaintes soient formés à la réception des victimes de manière intime, isolée, parce que ce n'est quand même pas facile d'aller dans un commissariat devant tout le monde où il y a 2, 3, 4, 5 oreilles qui vous écoutent et qui vous demandent d'expliquer comment l'autre il a baissé votre jupe, l'autre il vous a arraché votre soutien-gorge. Non, ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé de le dire parce que c'est très intime. Donc, il faut des policiers formés, des commissaires formés qui puissent être attentifs et avoir un bureau dédié intime où la personne puisse se sentir à l'aise pour être entendue, accompagnée par des avocats, mettre à disposition aussi des conseils d'avocats. Je sais que c'est très cher, donc de pouvoir bénéficier d'un conseil, mais que la première consultation puisse être gratuite. Ça aussi, c'est intéressant de pouvoir pas tout de suite demander. Oui, je veux quand même faire une petite interjection. Moussoya est votre choix privilégié pour le changement, l'action et l'espoir au service de sociétés plus jeunes et plus apaisées. Chaque semaine, nous vous offrons des conversations audacieuses et des histoires inspirantes d'Afrique et d'ailleurs, avec une attention particulière aux femmes d'impact. Moussoya, c'est donc votre plateforme. Proposez des thèmes, recommandez des invités et n'hésitez pas à nous confier vos messages et publicités. Moussoya, mieux comprendre la femme. Oui, Maï, je me permets d'interjecter et puis souligner encore ce que vous venez de dire par rapport à do not harm, ne pas ajouter au préjudice. Parce que des fois, en voulant bien faire, on ajoute au trauma et la survivante se retrouve doublement ou triplement victime. Donc, l'importance de
d'avoir cet endroit sûr. L'importance d'avoir une personne formée devant soi, que la personne soit sensible, parce que des fois, on sait qu'avec le trauma, au lieu qu'on t'accuse, parce qu'on dit, ah, tu viens de dire 10 heures, après maintenant tu dis 10h30. C'est quoi en tout cas? On commence à t'accuser parce qu'il y a le trauma, mais quand la personne est formée, elle est sensible et sait que tu n'es pas dans ton état normal. Tu es sous un état de choc. Donc, les choses peuvent paraître un peu non cohérentes. Donc, ça, c'est très, très important. Et dans votre ouvrage, justement, vous avez parlé, il y a un passage qui m'a un peu attiré mon attention, que je veux quand même un peu discuter avec vous. Moi, proviseur, c'est votre deuxième ouvrage, Journal impertinent d'une chef d'établissement combative. Vous avez mentionné, vous dites pour moi, je paraphrase, aucun propos discriminatoire émis par un élève ou un adulte ne doit rester sans réponse. Et vous dites, s'il le faut, on interrompt la classe. Oui. Et on débat sur ça. Oui. J'ai dit, est-ce qu'en interrompant aussi des fois la classe et débattre publiquement devant tout le monde, ça ne peut pas causer autre chose que plutôt d'adresser peut-être après à la personne visée, qu'est-ce que tu en parles, tu veux qu'on en parle, comment tu as appris, mais plutôt que de ramener ça publiquement, je ne sais pas. Donc, je voulais quand même, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ça noir sur blanc, qu'il le faut, coûte que coûte, arrêter, adresser avant de continuer? Alors, plusieurs expériences vécues, c'est-à-dire que lorsque un incident se passe, lorsque vous ne réagissez pas à un propos raciste, sexiste, discriminant, xénophobe, ça veut dire que vous cautionnez. Et donc, dans les salles de classe de mes établissements, dès le début de la rentrée et tout au long de l'année, des enseignants sont formés à détecter cela et à réagir, notamment sur le harcèlement. Donc, c'est le programme phare ici en France, où on a envoyé des formateurs pour montrer les réactions et les attitudes et les réponses toutes simples à avoir et à mettre en place lorsque on est témoin de ces choses-là. Former également les élèves qui deviennent des ambassadeurs anti-harcèlement et qui vont pouvoir détecter et défendre les camarades, c'est-à-dire se substituer même à celui qui est harcelé, qui est agressé, et en être son défenseur, en être son avocat, pour éviter justement la petite somme de musique de tu es allé dénoncer, tu nous as balancé. Non, ce sont plutôt les autres qui se font de la vigilance et qui vont devenir sécurisés dans les cours de récréation, on les voit. Mais avant de mettre tout ça en place, on en parle par des espaces, j'avais dit tout à l'heure, des espaces dédiés de dialogue dans les cours. Mais pour que les professeurs en parlent dans les cours, il faut que les professeurs eux-mêmes soient imprégnés, formés et sachent comment aborder le sujet. Et se sentent concernés aussi par le sujet. C'est-à-dire qu'un enseignant qui vient en disant juste « mais moi, je suis prof de philo, madame, moi, je suis prof de français, moi, je suis prof de maths, excusez-moi, moi, je n'ai pas été formée pour répondre à ces genres d'agressions, je ne sais pas faire », eh bien, très bien, bingo, vous avez gagné 5 jours de formation pour aller apprendre justement à comment réagir et ce que vous devez faire. Et là-dessus rentrent aussi les défis dans la formation partie ressources des personnels qui ne doivent pas être juste là que par leur métier, ce qui est très, très attendu et nécessaire, mais un petit truc en plus de savoir que il faut aussi permettre à tout un chacun d'être conscient de ce qui se joue dans la société qui a pas mal évolué sur ces sujets-là. Et pas en bien. OK. Merci infiniment pour toutes ces pistes de solutions. J'espère que toutes ceux et toutes celles qui nous suivent ont mérité leur salaire aujourd'hui et ont pris des leçons parce que comme il s'agit d'efforts individuels et collectifs, c'est ensemble que nous pouvons arriver à ce monde sans violence, sans discrimination, à ce monde paisible et apaisé, qui apaise nos cœurs et qui apaise nos esprits, pour qu'ensemble, hommes et femmes, nous puissions contribuer au développement de nos communautés, au développement de nos nations. On le dit au Mali chez nous, un esprit sain dans un corps sain. Donc, c'est ce qui construit une nation, en fait. Donc, qu'on soit homme ou femme, on doit être sain ici et sain aussi dans nos corps. Et
Je veux, au moment où on est en train de clôturer cette émission, parce qu'on a quand même beaucoup dit, est-ce que les violences basées sur le genre, ça atteint seulement les filles? Ou bien, c'est aussi, vous avez parlé de xénophobie, on peut aussi penser aux personnes vivant en situation de handicap, on peut parler aux différentes problématiques liées aux religions aujourd'hui. Donc, dans un contexte où, par exemple, on est de religion juive, ou on est de religion musulmane, ou on est de religion protestante, qu'il y a des abus. Donc, je veux que vous élaborez un peu sur la diversité et les différentes façons subtiles, même des fois, de ces violences-là. Absolument. L'école se doit de cultiver la diversité de ses élèves, mais en même temps, cette diversité ne doit pas cantonner et mettre dans des silos toutes les communautés les unes par rapport aux autres. Savoir faire le vivre ensemble, le partage, amener nos élèves à réfléchir à l'autre et à se mettre à la place de l'autre et que l'autre ne soit pas juste un hologramme ou un étranger qui lui fasse peur est un défi majeur. Et ce défi majeur, il rentre dans, par exemple, la constitution des classes où on va vérifier un peu que nous n'avons pas mis que tous les matheux ensemble, tous les philosophes ensemble, mais que nous avançons avec chacun dans ses compétences et dans ses agissements. Le fait d'être chaque jour amené à une victoire est déjà beaucoup. Cette victoire, c'est du longtemps. Parce que l'année scolaire, d'abord, elle est très longue et les journées scolaires sont assez longues. Et donc, apprendre le vivre ensemble, c'est déjà poser un climat scolaire. Et le climat scolaire au sein d'un établissement scolaire, ça se sent, ça se hume dès que vous arrivez dans la rue de l'établissement scolaire. C'est à l'attitude des gens lorsqu'ils sont sur les abords. C'est lorsque vous rentrez dans l'établissement scolaire, est-ce que vous vous sentez accueilli, une sérénité? Est-ce que le personnel de loge, les surveillants dans les couloirs, les professeurs dans leur salle de classe peuvent travailler dans une forme de sérénité ou est-ce que vous entendez des cris et des brouhahas et de la tension permanente ou de la violence verbale et corporelle, comme on a dit tout à l'heure, ou pas? Tout ça se détecte. Et dans ce cas-là, on part dans un diagnostic construit, engagé, pour faire un projet d'établissement où on va mettre au cœur une identité qui est d'abord une identité du lycée, de la formation, de la matière. Moi, c'est une identité sur le matériau vert et le vitrail, par exemple. Et les cours dans mes ateliers, c'est en musique, par exemple, parce qu'un atelier, c'est de 9h à 12h30. Ou c'est de 8h, ou c'est de 13h30 à 17h30. Donc, c'est assez long. Ensuite, on va aller au cours de technologie qui fait 1 heure, le cours de maths qui fait 1 heure, le cours de français, etc. Donc, tout ça s'alterne dans un rythme assez bon enfant, mais c'est propre au lycée technique qui, je le défends, vous le savez, méritent d'avoir toute leur place au sein de l'école, des écoles et notamment au Mali. Donc, comment est-ce qu'on arrive à cette forme de sérénité? Ben, par la formation, par le temps, par la pédagogie et par le dialogue. Toujours parler, toujours parler. Ne jamais rien mettre sous le tapis, c'est ne pas parler qui est condamnable. Le silence tue. Et moi, j'ai décidé qu'on ferait beaucoup de bruit dans mes établissements et on fait beaucoup de bruit pour justement à chaque fois empêcher ceux qui font les choses en douce. C'est cela qu'il faut qu'on ait dans nos radars et on est formé pour cela. Le silence tue et à vous entendre aussi, l'exclusion est monotone, c'est terne, il faut les couleurs, il faut l'inclusion, il faut la diversité parce que c'est ce qui fait la richesse. Mais au moment où vous étiez en train de parler, j'ai failli m'éclater de rire. Quand vous avez dit l'année scolaire est très longue, j'ai dit, moi je pensais que c'était pour les parents d'élèves et les étudiants que l'année scolaire était longue. Je ne pensais pas que pour les enseignants aussi, parce que des fois on dit, les enseignants là, des fois, on vous respecte, on a beaucoup d'amour pour vous, mais des fois, on pense que vraiment, vous pouvez aussi vraiment difficile pour ne pas utiliser un autre mot. Fidèles auditeurs. Ils sont passionnés. Lorsqu'ils sont profs, ils sont passionnés, donc ils ne sentent pas trop la longueur. C'est cette impression que vous nous donnez. Oui, c'est cette impression que vous nous donnez. Vous voulez que l'année scolaire, au-delà de 9 mois, que ça s'étale, avant que ça soit 9h, 17h, vous voulez que ça soit
24 sur 24, on dit, ah, monsieur, madame, s'il vous plaît. Après l'école, là, avant l'école, il y a autre chose. Après l'école, il y a autre chose. À côté de l'école, il y a autre chose. Il faut une vie équilibrée. Hein? Pour les parents et pour les élèves. Donc, merci de reconnaître que l'année scolaire peut être longue un peu. Hein? On a besoin de se divertir. Madame la proviseure, merci infiniment pour cette conversation très enrichissante, même si c'est sur une thématique assez douloureuse, une thématique pas facile, mais avec vos mots simples et votre expérience, particulièrement dans la lutte et la prévention surtout, je pense que nous avons beaucoup appris. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer avant qu'on ne ferme l'antenne? Un dernier message pour toutes les personnes atteintes de harcèlement, victimes sur leur genre. Je vous demande de ne jamais baisser la garde et de ne jamais cesser de vous battre pour réclamer justice. Et vous aurez toujours à vos côtés les forces de la sororité, des masculins positifs, comme disait tout à l'heure Kumba, et tous ceux qui sont avides de cette justice humaine ici. Nous serons avec vous. Donc, ne lâchez rien. Nous sommes toutes des survivantes. Nous sommes toutes des victimes, mais nous sommes toutes aussi des dénonciatrices et nous sommes celles qui épaulent et continueront à épauler. Les survivants, ce n'est jamais, et les survivants, ce n'est jamais de votre faute. Et je pense qu'à travers cette émission, vous aussi qui nous écoutez, vous qui avez été touchés par ce fléau des violences basées sur le genre ou qui connaissez quelqu'un, vous serez toujours à l'écoute et un support, un soutien au lieu d'être un accusateur ou d'être un complice ou une complice silencieuse. Brisons le silence et j'espère que vous allez mettre vos commentaires et vos différents témoignages par rapport à cette émission. Celles et ceux qui nous suivent au Mali, 80 333, c'est le numéro vert à appeler pour demander du soutien, pour demander de l'aide. Il est très clair que si nous voulons un monde meilleur, si nous voulons des familles soudées, si nous voulons des êtres humains accomplis, épanouis, il nous faut évoluer dans des endroits sûrs, dans des endroits protecteurs, dans des endroits qui nous élèvent et qui ne nous violent pas. C'est possible ensemble si nous nous donnons la main et essayons de tous et toutes vivre dans un monde sans peur, sans honte et avec nos voix qui s'élèvent pour nous construire, nos voix qui s'élèvent pour construire nos pays. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour un autre numéro de Moussoya Diaspora. Et merci encore pour votre confiance. Si vous voulez nous contacter, réagir à cette émission via WhatsApp, c'est plus 223 70 30 60 30, plus 1 516 912 08 49. À la semaine prochaine et merci infiniment encore, Madame la proviseure. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Kumba. Merci, c'est un honneur, un plaisir. Merci vraiment pour votre travail et vos combats. Merci, merci. Comprendre la femme. Ah non, nous sommes femmes,